Bonjour et bienvenue à tous en direct du salon Class Export sur les antennes de TLM pour un colloque spécial dans le cadre de cette journée de l'international sur le soft power et le business. À quel moment en fait la diplomatie économique peut-elle prendre le relais des commerciaux ou comment finalement la diplomatie économique peut aider nos entreprises à se développer sur les marchés étrangers. Pour cela, un parterre tout à fait remarquable de personnes ont été réunis. Donc, à ma droite, Claude Revel, qui est délégué interministériel en fait, à l'intelligence économique. Stéphane Giboudot, qui est le directeur de l'économie à la région Rhône-Alpes. Véronique Voulan-Agnani, qui est du ministère des Affaires étrangères et qui est directrice adjointe du pôle Afrique du ministère des Affaires étrangères. Hélène Croquevieille, qui est la directrice générale des douanes, qu'on a la joie d'accueillir ici. Thierry Regon, qui est vice-président de Sonaero, qui est une entreprise qui va nous dire un peu comment il pratique ça. Et Pascal Nadobny, qui est à la fois chef d'entreprise, puisqu'il est président d'une entreprise qui s'appelle ADEV, enfin d'un groupe même plus particulièrement, mais aussi président des conseillers du commerce extérieur de la France ici en région Rhône-Alpes et vice-président national. Merci à vous tous d'avoir nous avoir accompagnés par rapport à cette thématique. Je vais commencer par vous, Claude. Alors, vous avez fait l'ENA, donc vous êtes un produit d'école de l'administration française. Vous avez fait une grande partie de votre carrière dans le privé, donc ce qui est quand même plutôt étonnant. Vous êtes une pionnière de l'intelligence économique. Vous avez écrit nombreux livres, vous avez conseillé aussi les plus grands. Dans les livres que vous avez écrits, je noterai La Chine-Amérique ou les atouts de la France dans la mondialisation ou la diplomatie d'entreprise. Vraiment, on peut dire que c'est vraiment notre sujet aujourd'hui que vous avez écrit assez récemment. Vous avez dirigé les plus grands chefs d'entreprise, notamment le secteur du bâtiment, puisque là, vous avez mené de la stratégie d'influence finalement pour eux. Aujourd'hui, vous êtes devenu délégué interministériel à l'intelligence économique. Alors, c'est une sorte de consécration. Et en quoi consiste en fait déjà le délégué interministériel? Quel est son rôle? Oui, merci. Merci à tous. Merci de nous avoir invités. Je voudrais juste rajouter une chose. J'ai aussi été conseillère du commerce extérieur de la France pendant 16 ans. C'est exact. Et vous avez fait un rapport membre du conseil d'administration. Voilà, exactement. Et donc, le commerce extérieur et les questions d'influence, effectivement, me passionnent. Alors, à quoi sert un délégué interministériel à l'intelligence économique? Alors, la délégation est donc placée auprès du Premier ministre, ce qui est la première fois, puisque avant c'était à Bercy, etc. C'était donc, voilà, c'est une manière de montrer l'importance qu'attache le gouvernement à l'intelligence économique. Elle a 4 missions. La première, qui sont les missions d'intelligence économique. La première, c'est anticiper, alerter et informer, évidemment sur les enjeux stratégiques internationaux. Deuxièmement, c'est la mission de sécurité économique et notamment immatérielle, c'est-à-dire tout ce qui est protection du savoir-faire, de la technologie, des technologies, des données, de l'image, tout ce qui est immatériel. La troisième fonction, c'est la fonction d'influence. Donc influence sur les normes, sur les règles, sur sa propre image. Et la quatrième fonction que nous avons, c'est celle de sensibiliser et de former les acteurs économiques et les étudiants aussi à ça. Ouais, même les jeunes. Donc. Même les jeunes. Oui, allez-y. Si on peut redéfinir, parce que pour un public de chefs d'entreprise non avertis, ce n'est pas forcément totalement évident de ce qu'est l'intelligence économique en tant que telle. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, redéfinir ce qu'est l'intelligence économique? Alors, en tant que telle, en effet, l'intelligence économique, c'est une approche, c'est une gouvernance de l'entreprise qui consiste à faire 3 choses. La première, c'est à anticiper en permanence, connaître son environnement extérieur, ses concurrents, les nouveaux risques en permanence et surtout les anticiper. Et peut-être j'aurai le temps de vous dire tout à l'heure que ce n'est pas si compliqué que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des outils diaboliques et des cartographies dans tous les sens. On peut tout à fait le faire de manière concrète. Je l'ai fait moi. Alors bon, je sais de quoi je parle sur le terrain. Deuxièmement, c'est se sécuriser en permanence. Une fois qu'on a anticipé les risques, on prend des dispositions, je ne sais pas, de protection de son Internet, de tout ce que vous voulez, d'éduquer ses employés à certains comportements dans les réseaux sociaux, etc. Et troisièmement, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est faire de l'influence. Et faire de l'influence, c'est-à-dire du lobbying ou de l'influence à plus long terme, agiter ses réseaux, être capable de gérer des réseaux. Et vous allez me dire, mais une PME ne peut pas faire ça. Mais j'aurais peut-être l'occasion de vous dire que si, tout à fait, elle peut soit le faire elle-même, soit le faire par une organisation professionnelle. On le verra sans doute avec les chefs d'entreprise. Je veux dire, à la fin des fins, tout ça, c'est pas pour se faire plaisir, c'est donc du traiter de l'information, écouter, voir,
préparer la formation qu'on donne à l'extérieur, et tout ça pour en tirer de la valeur. Ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est pour en tirer de la valeur, pour en tirer des marchés, pour en tirer des emplois derrière. Donc sinon, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'il y a une vraie réalité de chiffre d'affaires derrière l'intelligence économique. Voilà, c'est transformer l'information en valeur ajoutée. Si on a fait une déléguée interministérielle rattachée au Premier ministre, ça veut dire que c'est un problème, hein, ou qu'on ne le fait pas, ou que les chefs d'entreprise français ne sont pas bons là-dedans. Ça, on n'aurait pas eu besoin de le faire. On peut avoir la vision optimiste et dire que c'est parce que justement, beaucoup d'entreprises ont montré l'importance que ça a, que enfin, le gouvernement a pris conscience de son importance. Enfin, ça peut se faire ça dans les deux sens. Oui, moi, j'ai tendance à être, à jamais faire du French bashing, à jamais dire que les choses vont mal, etc. Pas de méthode couée non plus, mais à plutôt essayer de trouver les atouts. C'est un point important, parce que souvent, quand on voyage... C'est extrêmement important. Ouais, je suis surpris de voir comme les Français peuvent dire du mal d'eux-mêmes, finalement. Écoutez, on est les seuls, on est vraiment là, on est très experts, et vraiment, il faut qu'on arrête, parce que moi, je n'ai jamais vu un Américain ou un Allemand dire du mal de son pays à l'étranger, quelles que soient ses opinions politiques, hein, alors que les Français passent souvent leur temps à leur faire, ils trouvent ça très malin. Donc, ça, il faut vraiment qu'on arrête. Je crois que c'est en train de cesser peu à peu. Hein, voilà. Alors, on viendra vers vous après, Claude, quand on va aussi avoir des opérations comparatives avec les PME. Je pense que ce sera intéressant d'avoir votre avis. Hélène Croque-Vieille, vous êtes la première directrice générale des douanes femme qui existe, je crois. Hein. Donc, merci de venir nous rejoindre, ce qui est quand même un signe, ce qui démontre aussi, j'allais dire, l'ouverture de l'administration douanière, hein, qui évolue énormément. Alors vous êtes un peu en première ligne, hein, j'allais dire, de la modification et de la mondialisation française, hein, parce que la garde des frontières comme la négociation des accords multilatéraux, c'est vous, ou à peu de choses près. Alors vous avez dit, nous ne sommes pas un poids pour l'économie, mais nous sommes au service de l'économie. Alors j'ai bien aimé cette phrase, parce que il me semble que vous êtes pratiquement une seule administration à avoir une cellule conseil. Bonjour, merci de votre invitation, merci de vos propos. Alors oui, effectivement, la douane, sa mission principale, c'est celle de la régulation des flux de marchandises à l'international. Et donc c'est vrai que derrière, pour exercer cette mission, il y a trois leviers. Il y a un levier fiscal qui est celui de contribution, puis la perception des droits et taxes. Et puis il y a le contrôle, la régulation elle-même de ces flux de marchandises qui passe par une mission de contrôle, identifier les flux à risque, les flux qui ne respectent pas la réglementation, pour permettre, à contrario, de sécuriser un environnement d'échange licite, autorisé pour les entreprises qui commercent en respectant les règles du commerce international et des différentes réglementations européennes. Donc c'est vrai que la fonction douane, c'est vrai au niveau administratif, au niveau des missions publiques, mais c'est vrai aussi, on en parlait un instant, j'en parlais un instant avec mes voisins, c'est de plus en plus vrai à l'intérieur de toutes les entreprises, que ce soit des PME, des ETI ou des grands groupes. Cette fonction douane est de plus en plus présente de manière transversale dans l'activité économique, dans l'ensemble des process de l'entreprise, du sourcing à la réflexion sur la logistique, à l'optimisation financière, à l'optimisation commerciale. Et c'est vrai que la douane essaye d'être présente, de développer ce réflexe économique partout. Alors, on est un peu à un moment charnière, hein, quand même, par rapport à l'aspect douanier. D'abord parce que il y a des grosses négociations, alors je ne sais pas si elles sont finies, ou en tout cas elles vont rentrer en application, notamment vis-à-vis de l'Union européenne, avec un code douanier européen qui va être institué. Et à la fois, on a beaucoup de négociations d'accords multilatéraux, enfin Union européenne avec un certain nombre de pays, qui sont... alors, il y en a quelques-uns qui sont en phase active aujourd'hui, mais qui sont d'une importance capitale, finalement, par rapport à la libre circulation des marchandises et donc par rapport à nos exportations françaises. Alors, vis-à-vis de l'Union européenne, déjà, quelle est l'action de la douane, pour reprendre les choses bien pratiquement parlant, qui aurait des conséquences par rapport à nos entreprises ? Alors effectivement, la douane n'est pas une réglementation nationale, mais nous sommes bien dans l'espace communautaire, comme chacun sait. Et la réglementation, c'est un code des douanes de l'Union européenne qui vient d'être refondu, rediscuté, qui est entré en vigueur en octobre 2013 et dont les principales dispositions vont entrer en application à partir de mai 2016. Donc c'est demain. Et en attendant demain, c'est-à-dire quasiment aujourd'hui, nous sommes déjà depuis tout le long de cette année 2014 dans un cycle que je vais qualifier de quasiment effréné
de négociation avec la Commission, principalement la DG, la Direction Générale Taxe Sud, qui est porteuse de la discussion. Négociation pour ce que l'on appelle les actes délégués, les actes d'exécution, qui sont en fait les actes qui transcrivent de manière un peu plus opérationnelle ce qui est dans ce fameux nouveau code des douanes de l'Union. Et donc de manière très claire, très opérationnelle, pour répondre à votre question, la douane française va tous les mois, les agents de la Direction Générale des Douanes vont tous les mois discuter pendant une semaine d'affilée sur des thématiques avec un calendrier extrêmement serré, avec tous nos collègues de l'Union européenne, pour discuter de ces actes d'exécution du code qui auront des conséquences très pratiques par rapport à nos entreprises et par rapport à leur structuration économique, juridique, les marchés entendus, etc. Et donc, est-ce que ça va nous conduire vers une simplification ? Alors, nous avons une interface, je vais juste rajouter ceci, c'est que nous sommes en permanence en interface entre consulter les entreprises, leurs représentants, les fédérations professionnelles au niveau national. Donc il y a un forum douane d'entreprise qui se réunit de manière régulière, pour lesquels on les tient au courant de où nous en sont les discussions, on les écoute par rapport à leurs attentes ou leurs inquiétudes, et ensuite de faire valoir ces positions dans le cadre des discussions avec les services de la Commission Bruxelles. Le but, c'est d'aller, et c'est vraiment un sens commun dans lequel pousse la douane en permanence, vers une harmonisation des dispositions d'application sur l'ensemble de l'Union européenne. Parce qu'on a un seul code, malheureusement, les pratiques ne sont pas aussi unifiées. Donc, aller vers un seul pour que ce soit plus simple pour les entreprises, oui, ça c'est un leitmotiv. Et qu'il y ait une harmonisation aussi des pratiques entre pays, ce qui n'est pas toujours le cas, si j'entends bien, un certain nombre d'entreprises. Sur les accords multilatéraux, on a un accord avec le Canada qui a été signé ou qui va rentrer en application, je crois, avec l'Union européenne. L'accord américain a du mal à naître, si j'ai bien compris. Où on en est là-dessus ? Alors, c'est toute la difficulté des discussions internationales. Alors, avec la création de l'OMC en 1995, il y a eu d'abord un certain nombre d'accords multilatéraux qui ont pu être signés. Puis, il y a eu une grande période de pause où on s'est rendu compte que les échanges internationaux devenaient de plus en plus compliqués et la négociation les accords de Doha qui n'ont jamais été signés était extrêmement compliquée. Il y a eu un grand succès pour l'instant, mais qu'il va falloir faire vivre. C'est enfin la signature des accords de Bali en décembre 2013. C'est un accord multilatéral, mais qu'il va falloir faire vivre et dont, en fait, les principales dispositions aujourd'hui, dans la mesure où il s'agit de faciliter le commerce international, sont des dispositions qui vont impliquer au premier chef l'ensemble des autorités douanières nationales. Donc, l'Organisation mondiale des douanes est au cœur de la mise en œuvre de l'OMC, de cet accord de Bali drivé par l'OMC. Et alors, simplement, face à la difficulté d'aboutissement de ces discussions multilatérales, se sont développés dans la période de nombreux accords de libre-échange ou des accords de partenariat avec certains bilatéraux, sauf que, évidemment, en matière douanière, c'est l'Union européenne face à un pays ou une zone. Et on arrive à faire entendre notre voix ? On essaye, évidemment, et je crois que la crédibilité, en tout cas en la matière douanière, je crois pouvoir dire que la douane française sait faire entendre sa voix, et à juste titre, au niveau européen. Et déjà, quand on est au niveau européen, pour discuter avec les États-Unis, c'est quand même un peu plus simple. On a vu des circulaires passer auprès des conseillers du commerce extérieur de la France, d'ailleurs, pour savoir quelle était notre position sur les USA et de ce qu'on en pensait, de ce qu'il fallait influer. Je pense que c'est un point hyper important. Quand on arrive à voir que le Maroc arrive à signer un accord de libre-échange avec les États-Unis, c'est vrai qu'on a besoin, nous aussi, en France, d'un accord de libre-échange qui nous simplifie effectivement les choses. Je voudrais juste rajouter, c'est que là où on n'arrive pas parfois à faire même du bilatéral entre l'Union européenne et un pays ou une zone économique, cela ne nous empêche pas, nous, autorités douanières, de discuter alors dans un mode soit de coopération, soit bilatéral, d'accords de coopération avec ces mêmes pays, respectant bien entendu les dispositions du niveau européen. Mais donc on essaye aussi de développer du bilatéral franco. Je reviendrai vers vous tout à l'heure et puis vous pouvez intervenir bien sûr quand vous voulez. Je vais me tourner vers Véronique Voulant-Aligny. Véronique, bonjour. Vous êtes directrice adjointe de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères. Vous connaissez bien, vous avez été en poste en Libye, en Jordanie, vous étiez en poste à côté de la région Rhône-Alpes, à Turin, puisque vous avez été consul général à Turin, donc vous connaissez bien cette région. Alors vous êtes un peu aux premières loges de la nouvelle politique, qui est un peu dans le titre de ce colloque, de cette émission, de Laurent Fabius, sur la diplomatie économique. À croire qu'on n'en faisait pas jusqu'à maintenant, ou pas suffisamment en tout cas. Donc est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu cette nouvelle stratégie
d'un ministère des Affaires étrangères qui est devenu un peu aux manettes finalement du commerce extérieur français. Oui, et c'est là effectivement la différence par rapport au passé, c'est que c'est devenu à la fois une priorité et le ministre se donne les moyens et les instruments pour réussir cette diplomatie économique. Alors sur l'Afrique, qui est mon terrain de jeu naturel, cette diplomatie économique est à l'œuvre. Pour continuer dans la lignée de l'optimisme de mes prédécesseurs, c'est un continent où la France a des atouts majeurs, l'Afrique. Elle a des positions, elle a une influence très grande, plus grande que tous nos autres partenaires sur la totalité du continent, même si elle est plus forte sur certains points que sur d'autres. Mais en termes d'économie et de diplomatie d'une part et d'économie de l'autre, nous avons des atouts. Et lorsque les deux s'associent, effectivement, nous espérons une réussite majeure. Le président de la République nous a demandé de doubler notre effort sur l'Afrique et nous sommes en train d'y travailler. Comment ? Alors, d'abord en définissant des cibles géographiques. Les cibles sont claires. Elles sont les principaux marchés africains, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Mozambique, l'Éthiopie, l'Angola et la Côte d'Ivoire. Donc, pratiquement aucun pays de nos territoires traditionnels. La Côte d'Ivoire est un pays francophone et puis il faut aller là où les entreprises doivent être. C'est une profonde modification quand même. C'est une évolution effectivement majeure. Nous appuyons sur la prospection par France, qui a 5 bureaux couvrant 13 pays sur le continent africain. On s'appuie sur l'action des ambassadeurs, naturellement. Alors, quelle est la feuille de route des ambassadeurs? Qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui? Alors, leur priorité, pour la plupart, là où c'est possible, évidemment, c'est d'aider nos entreprises. Ils le font à l'aide d'un conseil économique qu'ils doivent avoir placé auprès d'eux. Ils le font à l'aide des contacts qu'ils nouent dans la sphère politique et qui sont au service des entreprises. Et ils ont l'instruction, et ça je préside à toutes les réunions d'instruction, donc je peux vous le confirmer, partout où ils sont, d'aider les entreprises françaises qui veulent s'implanter, de leur indiquer les marchés, avec leur équipe évidemment, de leur indiquer les filières dans lesquelles nos productions peuvent être les mieux acceptées en Afrique. Et ça commence à fonctionner de façon assez significative. L'autre outil dont ils disposent, c'est l'assouplissement de la politique des visas, qui est également une priorité de notre ministre. Il faut que les jeunes Africains, que les chefs d'entreprise africains viennent plus facilement en France, que les contacts soient facilités. Et ça, c'est une instruction qui est donnée aux ambassadeurs et qui est aussi une évolution par rapport au passé. Le ministre, dans sa politique de diplomatie économique, a nommé des représentants spéciaux auprès des grandes économies mondiales. En Afrique, il vient d'en nommer un pour l'Angola. Parce que c'est aussi un marché qui s'ouvre, un marché très prometteur. Et vous voyez, on est innovant. C'est un pays qui, effectivement, fait partie de notre nouvel horizon en Afrique. Et alors, comment on fait circuler l'information là? Parce qu'en fait, vous avez mis en place des personnes en Angola ou à d'autres pays. Comment est-ce que le retour d'information se fait auprès des chefs d'entreprise ici présents? Alors, dans chaque pays, l'ambassadeur doit en informer les entreprises présentes. Et puis nous, à Paris, nous avons une action de communication vis-à-vis de ces entreprises qui souhaitent investir en Afrique ou qui investissent déjà en Afrique et avec lesquelles, naturellement, pour les plus grandes en tout cas, on a des liens privilégiés. Claude Revel, ça vous paraît aller dans le bon sens, cette politique? Comment... Est-ce que la solution est dans les services de l'État qui doivent s'organiser, ou est-ce que la solution est envers les entreprises qui doivent s'organiser? Les deux, mon général. Alors, mais oui, si vous voulez, évidemment que ça va dans le bon sens, mais simplement, il ne faut pas confondre tout, si vous voulez. Je crois vraiment qu'il y a les fonctions de l'État et les fonctions de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, honnêtement, enfin, je suis désolée, mais comme j'ai été aussi, les entreprises doivent se prendre en main. C'est-à-dire que le lobbying, on ne peut pas le faire à leur place. Le lobbying, l'influence et tout l'aspect d'intelligence économique qui doit précéder le lobbying et l'influence, l'entreprise doit le faire pour elle parce qu'elle est la seule à pouvoir le faire bien. En revanche, du côté de l'État, et c'est ce que fait le ministère des Affaires étrangères, ce qu'on essaie de faire nous aussi, les douanes, etc., c'est d'organiser le soutien, si vous voulez, et l'environnement, l'écosystème, ce qu'on appelle institutionnel, pour soutenir cet effort des entreprises.
C'est-à-dire, sur place, les ambassades, le conseil des douanes, et nous, intelligence économique, d'une part donner des outils. Si vous allez sur notre site, vous avez quelques outils que vous pouvez utiliser, mis à la disposition de tous. Et d'autre part, préparer le terrain dans les organisations internationales pour ce qui est de l'influence. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi, parce que travailler dans les organisations internationales, c'est de la diplomatie, mais c'est aussi veiller à ce que font les concurrents, les influences, mais aussi les contre-influences et ce genre de choses. Et notamment dans certains accords, comme l'accord transatlantique auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, la plupart des choses sont très intéressantes. Il n'en reste pas moins qu'il y a aussi des risques dans certaines de ces dispositions. Et ça, il faut y mettre l'accent dessus. Par exemple, une des clauses qui est envisagée serait un arbitrage possible pour les entreprises contre les États. C'est-à-dire les entreprises mécontentes pourraient demander un arbitre international pour attaquer les États. Ce qui se fait déjà dans l'accord Union européenne-Canada. C'est quand même c'est complètement nouveau. C'est probablement très dangereux et ça ne bénéficie pas, à notre avis, enfin, là je dis à titre personnel, je ne veux pas engager l'ensemble du gouvernement, mais ça ne bénéficie pas nécessairement aux PME. C'est les très grandes entreprises multinationales qui vont pouvoir utiliser ce genre d'attitude vers des gouvernements qui seront plus faibles qu'elles. Et les gouvernements étant en l'occurrence plutôt les garants de la règle juridique pour les PME. Donc, vous voyez, il faut faire attention à ce genre de choses. Et c'est un peu notre travail aussi de le faire en coopération avec nos collègues du gouvernement. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, juste un complément sur cet aspect d'influence à l'international pour illustrer la complémentarité de l'action de nos administrations, pour dire que dans les missions économiques que citait Madame à l'instant, donc auprès des ambassadeurs, se trouvent des attachés douaniers. Alors, il y en a moins que des ambassadeurs, mais nous avons quand même un réseau d'attachés douaniers qui sont rattachés donc, aux missions économiques et qui participent à ce rôle à la fois de la veille économique locale, au sens connaître les formalités douanières, connaître l'administration douanière locale, qui participe aussi très concrètement lorsque moi, entreprise française, j'ai un problème parce que j'exporte ou au contraire parce que je cherche à faire venir une marchandise de ce pays, j'ai un problème, une tracasserie douanière ou autre administrative. Ils sont là aussi sur place pour aider à débloquer les opérations et participent aussi à cette influence globale diffuser le savoir-faire ou la norme française. On peut faire appel à eux, ce qui veut dire. Bien sûr. Ils participent aussi d'actions de coopération. Et la coopération, je crois que c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Elle ne date pas d'aujourd'hui, évidemment, mais elle a aussi cette grande finalité qui est de diffuser le modèle français ou le modèle européen, qui ensuite, évidemment, facilite d'autant les échanges pour nos entreprises dans ces zones-là, en Afrique, en Asie ou aux États-Unis. Mais l'action sur les normes, il n'y a pas que l'État, une fois de plus. Je crois que les entreprises doivent vraiment s'investir sur l'influence normative, parce que c'est vraiment leur marché, quoi. Un concurrent qui fait une norme, c'est votre marché qui est fichu pendant 2 ou 3 ans. Voilà, donc il faut, nous, savoir faire la même chose. Alors, ce qui veut dire que là, ça ne se passe pas ici, ça se passe à Bruxelles, ça se passe... parce que, en l'occurrence, là où il va falloir agir, c'est sur des terrains sur lesquels la PME n'a pas les moyens d'aller. Moi, je suis allé à Bruxelles à de nombreuses commissions, il n'y a quasiment pas de Français, ou très peu. Et en tout cas, je vois mal une PME aller passer des jours et des jours, aller influer directement. Alors, il y a 2 choses. On n'est pas forcé de passer des jours et des jours. Hein. Et deuxièmement, comme dit tout à fait Hélène Croviette, c'est la réponse que je vais vous faire, il existe des organisations professionnelles, c'est leur boulot. C'est la mutualisation de ce genre de choses. Donc, motivez vos organisations professionnelles. Voilà, allez, Pascal Nadobny, bonjour. Vous êtes président donc, du comité des conseils des commerce extérieur Rhône-Alpes. Vous êtes président du groupe ADEF. Vous avez fait le M Lyon. Vous avez fait une grande carrière à l'international dans pas mal de grands groupes. Vous avez racheté une PME qui vous avez fait grandir, qui est devenue un groupe, une ETI, hein, c'est ça? Une ETI. Qui s'appelle donc ADEF, qui est dans quel secteur? Dans les matériaux de performance et donc au service du développement de toutes les solutions sur mesure des grands industriels. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle vulgairement le B2B, différencié par une logique de service. Est-ce que la stratégie d'influence, est-ce que la veille d'information, c'est pas un gros mot quand on est patron d'une ETI? Alors, la majorité des PME et des ETI font de l'intelligence économique sans le savoir. Nous sommes les Monsieur Jourdain de l'intelligence économique. Très clairement, une grande majorité des PME ETI
ne sont pas directement concernés par la partie influence. Donc je laisserai mon voisin de droite développer ce schéma. Dans l'intelligence économique, comme c'était très bien expliqué tout à l'heure, on a avant tout un réseau d'informations. L'anticipation, ça j'abonde totalement dans ce sens-là, c'est la vraie problématique des entreprises. Et dans cette logique-là, quelles que soient les PME et les ETI, toutes celles qui, optimistes et conquérantes, vont vers l'international, ne peuvent s'exonérer de ce besoin d'information. Alors, en préparant ce débat, il y a une chose qui m'est venue de façon assez claire, c'est est-ce que le réseau d'intelligence économique principal à l'international, ce n'est pas un réseau d'entreprises qui est représenté par les conseillers du commerce extérieur de la France? Parce qu'en l'occurrence, il y a combien de personnes, combien de CCE à l'étranger? Donc il y a 4000 CCE en tout, donc 2 tiers à l'international, donc 2600. 2600 dans 140 pays. C'est vrai que pour rebondir sur les informations que recherche une entreprise qui se développe, elle a besoin, bien sûr, d'informations macroéconomiques et d'informations pays qui ont toujours été principalement fournies par les services de l'État à l'étranger sous diverses formes. Les entreprises voient d'un très très bon œil l'évolution de mobilisation extrême jusqu'au niveau de l'ambassadeur, et ça c'est une très bonne nouvelle parce que ça fait, je pense, beaucoup de bien à notre économie de voir une mobilisation à ce niveau-là et la diplomatie économique qui s'affiche. Oui, mais vous, dans le B2B, vous n'avez pas à l'utiliser directement. Vous n'allez pas appeler l'ambassadeur pour dire appelez-moi tel groupe coréen. Non, mais très clairement, sur les réseaux d'information, je crois qu'aujourd'hui, la diplomatie économique, et surtout sur les pays qui sont les plus perdus, c'est-à-dire qui ne sont pas obligatoirement, dans lesquels on ne trouve pas un service économique très important ou une position du Bifrance. Je crois que dans ces pays, même pour des PME, on trouve un accueil, une réceptivité que nous n'avions pas obligatoirement avant, et donc je crois que c'est très positif. Alors, néanmoins, pour contrebalancer, bien sûr, ce qui est le plus important pour une PME ou pour une ETI, c'est l'information microéconomique. C'est obligatoirement. On peut déjà constater que la première information qu'une entreprise recherche, c'est souvent les chiffres, qu'on est le seul pays dans le monde à en fournir autant et à se mettre à nu dans nos bilans. Vrai, bon, c'est un débat sur lequel... Débat, hein. On travaille là-dessus et on essaie d'avoir beaucoup moins de publications des comptes, d'être tout simplement au niveau européen. Parce que nos concurrents en publient beaucoup moins et ça marche aussi bien pour eux. Là, donc ça, je sais que Claude est mobilisé sur le sujet. Et c'est bien que ça se fasse au plus haut niveau de l'État. C'est vrai que quand vous cherchez les comptes d'une société allemande que vous voulez acquérir... On ne les a pas. Vous ne les avez pas. Bon, là, on n'est pas... On est les seuls avec les Belges à publier ça sur l'intelligence économique. Trouvez les chiffres. Deuxième point, c'est effectivement trouver les informations quant au marché microéconomique, quant au comportement, quant aux us du pays. Et c'est vrai que là, très clairement, le réseau des CCE, parce que c'est un réseau d'hommes et de femmes d'entreprise qui, sur le terrain, sont des pratiquants, très clairement est un réseau très efficace parce qu'il va témoigner sur comment on utilise les dispositifs et pas obligatoirement comment on procure les conseils. Et je crois que la démarche de celui qui éclaire la route, de celui qui est déjà passé par la même route, a une valeur très très pragmatique qui évite de refaire les mêmes erreurs. D'ailleurs, en tant que CCE, quand nous témoignons, la première chose qu'on essaye de transmettre à nos pairs, c'est toutes les erreurs que l'on a faites pour qu'au moins, il n'ait pas à les refaire. Donc je crois que cet aspect très pragmatique, c'est notre première force. Pratiquement parlant, quand Pascal Adobny arrive à l'étranger, il utilise le réseau des CCE, ça, il l'appelle. Bien sûr. Comme il appelle la mission. Je crois qu'il y a deux attachés douaniers. Alors, je renverrai aussi un petit peu l'ascenseur, que j'ai été très agréablement surpris, comme je l'expliquais à Madame, depuis maintenant quelques années, de l'effort considérable que les douanes font vis-à-vis des PME en termes de conseils et en termes de connaissances. Je ne peux qu'encourager toutes les PME qui voient encore les douanes sur son aspect régalien et de contrôle, d'aller les rencontrer parce qu'il y a tout un tas de dispositifs au service des PME, en particulier sur des choses très concrètes qui sont le BFR. Tout le monde sait qu'aujourd'hui le cash est presque plus important que la rentabilité. Et sur ce sujet, il y a des dispositifs de TVA, d'importation temporaire qui peuvent faire gagner plusieurs millions d'euros aux PME. Donc attention, je les encourage il va vous demander quelque chose tout à l'heure. Allez les voir. Je n'ai rien demandé sur ce sujet-là, mais c'est la vérité. J'écoute avec délectation et c'est parfaitement exact. Alors, pour revenir sur la partie des informations, je crois qu'il y a deux démarches qui sont très importantes. La première, obligatoirement, son réseau. Dans un pays, encore une fois, les gens qui y vivent et qui le pratiquent,
et qui comprennent la problématique marché sont les mieux pour répondre. Alors, je tempérerai en disant ce qui est intéressant aussi, c'est l'approche sectorielle. C'est-à-dire qu'il est intéressant, que ce soit d'ailleurs pour le logis sur les normes en Europe, ou que ce soit pour aller à l'international, de rencontrer dans un pays ceux qui sont en amont de notre chaîne de valeur ou ceux qui sont en aval. Avec un petit regret que je voudrais quand même souligner, mais que je défends à chaque fois, je sais que d'autres autour de la table le soulignent aussi, nous avons une administration qui progresse énormément, une diplomatie économique qui nous apporte de plus en plus, mais on a quand même des comportements de grands groupes français qui restent encore très court-termistes. C'est-à-dire que je crois qu'on a un déficit de culture dans nos grands groupes sur le patriotisme économique que l'on ne trouve pas dans d'autres pays, simplement parce que nous, PME, TI, dirigeants d'entreprises propriétaires, nous sommes beaucoup plus long-termistes. Donc nous n'avons pas à briller pendant 3 ou 4 ans pour montrer les résultats d'une filiale pour avoir un poste suivant. Je crois que ça, c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses. Donc je continue à faire du lobby, y compris dans notre propre réseau, pour que nos entreprises leaders dans le monde soient aussi, parce que tu l'as très clairement dit, on ne peut pas faire de l'influence directement, très souvent. Nous sommes dans une logique de chaîne de valeur derrière un groupe leader, soit d'ingénierie ou soit un grand groupe industriel. On parlera des grands groupes peut-être tout à l'heure. Et donc je voudrais seulement terminer avant de passer sur l'influence. Sur l'influence, le réseau des CCEF est là aussi, est disponible dans nos pays. Non pas encore parce qu'elles peuvent directement influencer, peut-être moins que nos services diplomatiques, mais parce qu'eux ont utilisé, je pourrais vous citer 3 ou 4 PME ou entreprises qui m'ont appelé récemment, que j'ai mis en contact avec nos collègues au Moyen-Orient, la pratique d'un sponsor au Moyen-Orient ou la pratique dans les Émirats où on a Arabie Saoudite, ça demande du vécu. Voilà. C'est clair. Très clairement, donc Thierry, indirectement, ça sert. Thierry, vous êtes l'exemple même avec votre entreprise d'une stratégie d'influence. Parce qu'en fait, vous pouvez nous raconter un peu votre histoire parce qu'elle est assez amusante et édifiante. Pour une PME, parce que est-ce qu'on peut dire que vous êtes une PME? Oui, on reste une PME puisqu'on est 50 au total, hein, donc on est tout petit. Non, même pas. Enfin, ça, peu importe les effets de seuil. C'est pas réellement le problème. Et en réalité, donc nous sommes français. Donc nous sommes. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre activité? Et nous avons mis au point des matériels innovants de réparation de structures sur les avions. Donc nous réduisons le temps d'immobilisation des avions liés à des problématiques de fuite notamment et de fuite de carburant. Et ces technologies sont uniques, brevetées. Et on s'est développé en Europe et très rapidement on a eu intérêt à se positionner là où le marché aéronautique est le plus important au monde, aux États-Unis. Et là effectivement on a vite appris ce qu'était la notion d'influence. Parce que globalement on s'est rendu compte que notre marché, comme le marché européen, était avant tout un marché militaire. Et donc, globalement, pour se positionner sur un marché militaire lorsqu'on est français, il faut passer par le petit trou. Il faut devenir américain. C'est la problématique, c'est qu'il faut devenir américain, mais au-delà de ça, il faut avoir un réseau qui permette de proposer les produits comme étant la seule alternative possible. Et ça, a priori, c'est complètement incompatible avec le fonctionnement d'une PME. Parce que le fonctionnement de la PME, on doit avoir des résultats à court terme de façon à pouvoir ne serait-ce que financer notre présence et notre développement. Alors, ça vous a pris combien de temps? Alors, ça a pris 10 ans. Vous avez pris 10 ans. Et c'est ça la problématique qu'il faut pouvoir admettre en matière pour une PME, c'est qu'il faut intégrer la notion de temps. L'influence s'inscrit dans le temps. Et on ne peut pas exiger des résultats immédiats. Et la stratégie, elle doit être à long terme. Il faut garder le cap sur l'horizon et il faut avancer. Et là, dans ce cadre-là, la diplomatie économique a un rôle fondamental. Nous, quand on a commencé, on ne parlait pas de diplomatie économique très très peu, il y a 10 ans. L'évolution et l'accélération actuellement et la mise, je dirais, en évidence de l'intérêt de la diplomatie économique au niveau mondial auprès de nos ambassadeurs est essentielle. On a un exemple parallèle actuellement avec le Pérou. Pérou, un pays qu'on ne connaissait absolument pas. Les services de l'ambassade sont d'une efficacité remarquable, tant en termes d'intelligence économique, c'est-à-dire d'information microéconomique, que de support et de soutien. C'est-à-dire que globalement, l'ambassadeur doit être un chef d'orchestre. On a une pléthore
d'aides, de systèmes qui nous permettent de nous positionner à l'international. Le problème, c'est qu'on a presque une surabondance de dispositifs. Et il nous faut un chef d'orchestre. Et c'est vrai que certains ambassadeurs ont pris à cœur d'être le chef d'orchestre de l'ensemble de ces dispositifs. Et c'est quand même très, très intéressant. Et alors, pratiquement parlant, c'est pour le marché américain sur lequel vous êtes référencé auprès du marché militaire, donc sur lequel aujourd'hui c'est une partie importante de votre chiffre d'affaires. Alors, les États-Unis représentent 60% du chiffre d'affaires du groupe. Du groupe, d'accord. Mais avec un effet extrêmement important. Ce qu'il faut voir, c'est que cette présence aux États-Unis nous a permis justement de positionner des normes en complément des normes présentes chez nos amis du US Air Force, qui nous permet de nous positionner sur l'ensemble de la planète. Très bien. On revient et on reboucle la boucle, comme quoi l'importance des normes pour devenir finalement la référence, si on peut dire, du secteur auprès de l'administration concernée. Tout à fait, exactement. Stéphane Giboudot, bonjour. Vous êtes donc directeur d'économie au Conseil régional Rhône-Alpes. Vous avez préparé la visite du président Kéran. Vous êtes un peu dans l'actualité aujourd'hui et je trouve que c'était intéressant de pouvoir vous recevoir sur l'action sur la Chine, sur lequel la région Rhône-Alpes s'est positionnée depuis combien de temps d'ailleurs ? 28 ans. La coopération entre la région Rhône-Alpes et la municipalité de Shanghai est engagée il y a 28 ans. Et il est très clair qu'en matière de qualité des relations et derrière de contribution à une stratégie d'influence, la continuité dans ce type de coopération, et en premier lieu avec la Chine, est un élément clé de la réussite et de la valeur ajoutée que l'on peut retirer de cette coopération à destination de nos entreprises. Alors, elle prend, si on prend une toute petite histoire de cette coopération, ça a commencé, je pense, par des visites, ni plus ni moins. Quels sont les 2-3 faits marquants et comment est-ce que vous avez orchestré ça au Conseil régional dans le temps? Ou est-ce que c'était vraiment une stratégie volontaire ou c'était de l'opportunisme à la base? Alors c'était une stratégie extrêmement volontariste, il y a 28 ans, qui s'est traduite il y a maintenant 20 ans par une étape importante qui a été l'implantation de notre agence régionale ERAI, donc à Shanghai. Et depuis 28 ans, nous signons des accords de coopération donc avec la municipalité de Shanghai qui se renforcent d'année en année, pour aujourd'hui toucher aussi bien des domaines scientifiques et technologiques. Nous venons de signer le nouvel accord avec la Commission de la science et de la technologie de la municipalité de Shanghai, et avec des avancées en termes de développement économique extrêmement importantes. Il y a quelques années, 2 des pôles de compétitivité rhône-alpins, Lyon Biopôle et le pôle Accéléra, se sont implantés à Shanghai dans le cadre du pavillon de la région Rhône-Alpes à Shanghai pour sous-tendre derrière le développement de ces 2 filières extrêmement importantes sur notre territoire, sur le territoire chinois, à partir de l'ensemble du support en matière de coopération scientifique, de recherche et technologique que nous avons pu leur apporter de par cet historique de coopération scientifique et de par le support en matière vraiment d'appui aux entreprises membres du pôle que nous pouvons apporter avec les équipes des rails qui sont implantées donc à Shanghai. Et Pascal évoquait tout à l'heure la nécessité d'avoir ce retour d'expérience sur les implantations en Chine. ERAI en Chine, c'est 170 entreprises rhône-alpines accompagnées dans leur implantation. C'est ça, c'est 170 entreprises qui ont été accompagnées depuis combien de temps? Depuis le début? Depuis l'implantation d'ERAI, depuis 20 ans. Il y a donc 1000 entreprises en contact avec ERAI Chine, 170 ayant fait l'objet d'un accompagnement et d'une implantation avec aujourd'hui tout ce retour d'expérience et de plus en plus de projets à forte dimension scientifique. Et alors, est-ce que la plus grande réussite de cette action, c'est pas concrétiser, parce qu'on a reçu ici en région Rhône-Alpes le président chinois, ce qui était tout à fait inhabituel, je pense, par rapport à la qualité de cette visite. Est-ce que c'est pas dans un résultat d'attractivité, finalement, que le plus grand résultat de cette action se fait sentir ? Alors il est clair qu'une démarche de coopération économique s'inscrit dans une logique gagnant-gagnant, et en premier lieu avec des partenaires chinois. Donc il faut savoir inscrire cette démarche dans une logique de fidélité
et de retour pour les deux parties. La venue du président chinois de son voyage d'État et qui a fait sa première étape à Lyon s'inscrit tout à fait dans le cadre de ce partenariat. Et la dimension attractivité que nous avons fortement travaillé lors de ce déplacement d'il y a quelques semaines avec le président Kéran s'est traduit par l'organisation d'un séminaire de présentation des atouts de la région Rhône-Alpes dans le domaine des biotechnologies, de la cancérologie et des cleantech auprès de 80 décideurs de Shanghai de très haut niveau pour leur proposer du partenariat et des opportunités de développement en Rhône-Alpes, du partenariat technologique, des opportunités d'investissement en Rhône-Alpes. Et donc on est bien dans cette dimension où nous encourageons le développement des acteurs rhône-alpins à se projeter à Shanghai en bénéficiant de ce support de ce porte-avions, comme disent certains, qui est le pavillon Rhône-Alpes à Shanghai avec toutes nos équipes sur place. Et derrière, la capacité de développer du business dans la région. Et on n'a pas à craindre un envahissement chinois trop important? Très clairement, les propos du président Kéran étaient positionnés autour de « nous souhaitons faire du business avec vous, nous souhaitons vous accueillir en Rhône-Alpes, nous souhaitons travailler avec vous en Rhône-Alpes. » Donc c'est bien, c'est-à-dire que le politique a mouillé la chemise, si on peut dire, pour l'économique en tant que tel et sur le moyen terme. Vous vouliez rajouter quelque chose sur la Chine? Oui, un complément sur justement un focus sur la diplomatie pratique économique et notamment sur le sujet de la Chine, pour dire qu'à l'occasion de la visite de cette délégation chinoise qui est venue au printemps, nous avions préparé un protocole d'intention qui d'ailleurs a été signé par la secrétaire d'État à l'époque, qui vise à protéger les exportations de vins français vis-à-vis de la Chine. Vous savez tous que le marché chinois est malheureusement inondé de faux vins se prétendument venant de France et qui est évidemment très, très mauvais à la fois pour la santé des Chinois, d'où une vraie préoccupation pour les autorités chinoises et aussi évidemment une vraie préoccupation d'atteinte économique à notre secteur fleuron des exportations françaises. Et donc nous avons travaillé avec les autorités chinoises, alors qui ne sont pas que des autorités douanières d'ailleurs, grâce notamment au travail important fait par notre attachée douanière à Shanghai, pour définir avec eux ce dont ils avaient besoin pour s'assurer tout simplement que quand du vin ou une cargaison de vin arrive en Chine, qu'ils aient la certitude que cela venait bien de France et que cela venait bien de telle région de France. Donc, nous sommes en train de construire ce qu'on appelle une no-bet Chine, qui permettent aux autorités douanières, notamment et aux autres qui en ont besoin en Chine, de s'assurer de la provenance du vin et donc de garantir et fluidifier l'arrivée des exportations de vins français. Des choses très pratiques. On arrive maintenant un peu à la conclusion de ce débat. Je sais, c'est très court, mais effectivement, c'est le propre même des débats télé. Je vais me tourner vers Claude Revel pour peut-être nous faire un peu une synthèse, finalement, opérationnelle de ce qu'il faudra en retenir. C'est-à-dire, s'il y avait des conseils à donner à des chefs d'entreprise qui nous écoutent, ou à des opérateurs, ou à des jeunes qui sont en train d'entrer dans le schéma économique, quel serait-il? Est-ce qu'il y a une méthodologie qu'il faut qu'on essaye d'avoir, qu'on n'a pas forcément, ou est-ce qu'il faut qu'on s'entoure spécifiquement pour ça? Quelle conclusion ou quel conseil pourriez-vous nous donner là-dessus? Oui, merci. Je voulais juste rebondir une seconde sur ce qu'a dit monsieur, à savoir une meilleure lisibilité. On y travaille, meilleure lisibilité des services d'accompagnement, que ce soit à l'international ou que ce soit en France. Deuxièmement, influence et attractivité, c'est complètement lié. On est attractif parce qu'on est influent à l'étranger et inversement. Et il faut faire attention, c'est un premier conseil, il faut faire attention à tous les classements divers et variés qui sortent parce que ce sont des redoutables outils d'influence dans lesquels il faut être ou bien il faut faire les nôtres. Bon, on n'a pas le temps d'élaborer, mais c'est un outil d'influence dont ne les prenez jamais totalement au pied de la lettre, sauf s'ils sont français bien sûr. Et troisièmement, alors pour répondre directement à votre question, quels sont les conseils, disons, pratiques? Je pense que le lobbying, donc, est une partie de l'influence. L'influence est sur le long terme. Mais bon, c'est une méthode. C'est une ingénierie. D'abord, ça ne s'improvise pas. Et c'est pour ça qu'il faut la faire précéder, toujours, par un petit peu d'intelligence économique, à savoir qui sont... Quand je veux faire du lobbying sur n'importe quel sujet, qui j'ai en face de moi, quel est mon terrain d'opération, qui sont les concurrents qui font aussi du lobbying ou du contre-lobbying sur mes propres affaires, quel réseau puis-je utiliser et sur quel partenaire je peux m'appuyer. Qu'est-ce que je dois nouer comme partenariat. Une fois qu'on a fait ça, on peut se lancer dans l'action elle-même de lobbying ou d'influence. Et là, à nouveau, qu'est-ce que je veux défendre exactement? Définir son argumentation.
évidemment en anglais, en français et en anglais, toujours. D'être en chinois si on est en Chine, mais enfin bon, en tout cas en anglais. Dans la langue du pays. Dans la langue du pays de préférence. Mais je veux dire d'abord savoir ce qu'on défend et surtout l'argumenter. Avoir les bons arguments. Donc ça demande du travail en amont. Mais c'est du travail qui est relativement simple. Parce que et puis dans une PME, c'est le président qui peut le faire, c'est le directeur général qui peut le faire. C'est pas très compliqué. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, là, on va sur place, on va dans l'organisation internationale ou en Europe ou où vous voulez, ou dans les organismes normatifs, etc. Et à ce moment-là, soit on le fait soi-même si on a les moyens, soit on délègue, par exemple, une organisation professionnelle, un syndicat professionnel, un groupement d'entreprises. On se mutualise si on n'a pas les moyens directement et on envoie cette personne-là défendre donc les intérêts communs de la profession. Et croyez-moi, quand on le fait de cette manière-là, sérieuse, méthodique, sur le long terme, ce qui est très important, et en utilisant tous les réseaux possibles et imaginables, naturellement les réseaux compétents et les réseaux déontologiques, eh bien, on y arrive. Je peux vous le dire parce que je l'ai fait, et on y arrive, et même une petite entreprise peut y arriver. Et même des petits pôles de compétitivité, j'en ai vu. Merci à vous tous, merci d'avoir participé à cette émission. On reparlera de la douane d'ailleurs dès demain dans une autre émission avec quelque chose autour de l'OEA, l'opérateur économique agréé. On aurait pu dire quelque chose d'ailleurs aujourd'hui, tellement ça va prendre aussi de l'importance. Et à très bientôt sur les antennes de TLM.